C'est en 1341 qu'il y eut la bataille de l'Écluse. Les navires français étaient si proches les uns des autres que leurs mâts formaient une véritable forêt. Je vous propose donc de repartir immédiatement. On va commencer notre expédition ainsi pour Paris en 1328. Nous sommes donc au début du XIVe siècle et c'est une époque difficile, très difficile qui s'annonce pour notre pays. Le dernier fils de Philippe le Bel, Charles IV, meurt sans héritier mâle. Alors, va-t-il être le dernier Capétien? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble tout à l'heure. Alors donc, nous partons pour Paris, 1328. Auparavant, je vous demande d'allumer les rétrocaméras, sinon nous ne pourrons rien voir. Vous ne touchez pas au premier bouton Power et vous appuyez sur les boutons 1, 2, 3, 4 et 5. Vous êtes prêts? Oui. On peut partir? Eh bien, allons-y. Alors, je règle 1328 sur le dateur. Centre d'exploration du temps, vous me recevez? 5 sur 5. 1328, c'est correct? Correct. Correct. Bon, eh bien, j'amorce le décollage. 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu! Bien, je vais vous demander, Centre d'exploration du temps, si vous pourriez nous envoyer un document nous racontant un peu ce qui se passe à Paris en 1328, nous expliquer un peu ce qu'est cette dynastie des Capétiens. Je vous envoie les documents en mémoire dans nos ordinateurs. Je vous remercie. Alors nous allons suivre sur nos rétrocaméras le document que nous envoie le Centre d'exploration du temps. Regardez bien. Depuis Hugues Capet, fondateur de la dynastie des Capétiens en 987, la couronne de France est toujours transmise de père à fils aîné. À la mort de Saint-Louis à Tunis en 1270, la couronne est allée à son fils aîné Philippe III le Hardi. Il a régné 15 ans. Son fils Philippe IV le Bel lui succède en 1285. Mais à sa mort en 1314 commence le premier épisode d'une querelle dynastique qui va opposer la France à l'Angleterre. En effet, aucun des trois fils de Philippe le Bel ne laisse de descendance mâle. À la mort de Louis X, dit le Hutin, la couronne est transmise à son frère Philippe V le Long. À sa mort en 1322, lui aussi est sans descendance mâle. La couronne passe alors au dernier fils de Philippe le Bel, Charles IV. Charles IV se marie 3 fois, mais s'éteint sans héritier mâle. Philippe IV le Bel avait aussi une fille, Isabelle de France. La couronne capétienne, qui depuis 331 ans s'était 17 fois transmise de père en fils, allait-elle revenir à une femme? Réunion de tous les grands du royaume, le problème est tranché, il est hors de question que le trône de France tombe de l'anse en quenouille. Pas de femme sur le trône. Isabelle de France est mariée au roi d'Angleterre, Édouard II. Ils ont un fils, Édouard III. Édouard III est présenté au pair de France comme le seul prétendant légitime. Baron et pair de France font un autre choix. Ils désignent Philippe VI de Valois, neveu de Philippe le Bel. Il n'y a plus de succession directe des Capétiens. Commence une nouvelle dynastie, celle des Valois. Mais Édouard III d'Angleterre ne s'avoue pas vaincu. Il revendique la couronne de France, excellent prétexte à la guerre. Bien. Eh bien, vous voyez, ce document vient de nous montrer pourquoi la situation, effectivement, est très grave en France en cette année 1328. Enfin, il y a vraiment des histoires de famille, Antoine. Oui. Non, rien. Tu voulais pas ajouter quelque chose? Qu'est-ce qui se passe alors dans ce royaume de France? On va résumer rapidement. Philippe VI de Valois est roi de France. Donc il a été désigné comme roi de France. Vous avez vu qu'à l'époque, on était très misogyne. C'est son cousin Édouard. Et c'est son cousin Édouard III qui est roi d'Angleterre. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous l'a raconté dans des émissions précédentes, mais l'Aquitaine est anglaise. Ce qui fait du roi d'Angleterre un vassal du roi de France. Parce que le roi d'Angleterre est également duc d'Aquitaine et à ce titre, vassal du roi de France. Alors, Édouard III supporte assez mal cette subordination vis-à-vis de son cousin. Il trouve que c'est assez humiliant pour un roi de devoir rendre l'hommage à un autre roi. Et la riche Aquitaine, convoitée par la France, reste une source de conflit entre les deux couronnes, la couronne de France et la couronne d'Angleterre. Et ce conflit, en plus, vous venez de découvrir parfaitement, se transforme en querelle de famille. Et il y a une autre province qui alimente
qui alimente la discorde entre ces deux rois, c'est la Flandre. Vous savez où se trouve la Flandre à peu près? Non. Non, géographiquement. Flandre. Eh bien, c'est tout au nord de la France. Tout au nord de la France. Alors, c'est une possession française en ce temps-là, et les Flamands n'aimaient pas du tout le roi de France. Et en plus, l'Angleterre avait des relations commerciales extrêmement importantes avec la Flandre. Ils échangeaient de la laine, etc. La Flandre vivait du tissage des laines, elles étaient célèbres partout. Et c'était cette laine qui venait d'Angleterre, qui était tissée par les Flamands. Donc il y avait des contacts assez étroits entre ces deux pays. Et la Flandre se trouvait beaucoup plus intéressée par l'Angleterre que par la France. Alors, le roi Édouard III cherchait des alliés, parce qu'il s'est dit, je veux faire la guerre au roi de France. Il s'est dit, tiens, les Flamands vont pouvoir m'aider. Et effectivement, les Flamands vont lui prêter main forte. Mais peut-être que pour mieux connaître ce pays qui est l'Angleterre, parce que là, vous voyez, la situation est très très grave. Nous sommes à la veille d'un très grave conflit, comme malheureusement il en existe toujours. Et ce conflit, vous savez comment on va l'appeler à travers l'histoire? Vous savez de quelle guerre il va s'agir? Non. La guerre de 100 ans. Exactement, Denis. C'est la guerre de 100 ans qui commence. Et il vaudrait donc, ça serait peut-être pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, que nous allions, grâce à notre astronef, en Angleterre, et que nous découvrions un peu quels sont ces Anglais qui vont être bientôt nos ennemis et qui vont nous faire la guerre pendant si longtemps. Alors, nous allons nous diriger vers l'Angleterre. Allô, centre d'exploration du temps, vous me recevez? 5 sur 5. Quelle année me proposez-vous pour nous rendre en Angleterre? 1342. 1342. Peut-être que nous pourrions directement nous diriger sur Londres, qu'en pensez-vous? Exactement, vous vous dirigez sur Londres. Vous pensez qu'il nous sera possible peut-être de rencontrer le roi Édouard III et de lui demander des comptes? Tout à fait possible. Bah, écoutez, on va essayer. Donc nous allons nous diriger en Angleterre en 1342, très exactement à Londres. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vais pas aller chercher quelques brindilles. Je voyais des brindilles là dans la forêt. Oui, je crois. On va pouvoir alimenter un peu ce feu. Je vais rester pour... Bon, on va attendre. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Oh, attendez. Écoutez, j'entends. Vous n'entendez pas un bruit? Je crois que quelqu'un approche. Oui, on dirait un cheval. Tu crois qu'on entend un cheval? Peut-être. C'est pas. On voit rien avec tout ce brouillard. Monseigneur. Mais qui êtes-vous? Êtes-vous perdu? Nous sommes des voyageurs de l'histoire. Oui, nous avons eu une... Oui, je comprends, c'est un micro. Nous voyageons à travers le temps et nous avons eu une panne avec notre engin. Vous ne connaîtriez pas quelque chose, une auberge où vous pourriez nous conduire? Je connais une auberge pas très loin d'ici. C'est une auberge où se rencontrent les marchands. Si vous voulez, je vais vous y conduire. Bah, écoutez, c'est avec plaisir. Les enfants, venez. Ce seigneur à la bonté. Puis-je laisser mon cheval ici? Absolument, il va garder notre bistronnet, ça va être merveilleux. Suivez-moi. Venez. Hé, thé, tenancière, verse-moi encore un peu de la bière. Dis donc, marchand, faudrait déjà me payer ce que tu as bu. Montre-moi un peu la couleur de ta monnaie. Avec l'odeur de ta bourse, marchand, je vois que tu as fait de bonnes affaires ici. Hein? Et j'ai vendu un chargement de bière, pardine. 1000 tonneaux remplis à rabord de notre bon vin d'Aquitaine. Notre rouge élixir, morbleu, va égayer vos nuits d'hiver et de brouillard. Un petit peu de soleil d'Aquitaine, Cap-Dieu, à l'Angleterre. Et viens souvent ici. Et par 2 fois l'an, pardine, à l'automne et au printemps. Le vin est chargé à Bordeaux, peu cher, sur de nombreux navires. Et à l'automne dernier, les navires ont chargé
jusqu'à 82 000 tonneaux. Oui, c'est vrai que notre roi a favorisé par de larges privilèges les marchands gascons. Car après tout, vous autres, Gascons, vous êtes aussi des Anglais. Et d'où viens-tu? Moi, je vends de la laine pour le compte d'un monastère cistercien. Et je me rends au rassemblement. Il y a le laine et le toison de tous les marchands est rassemblé par les agents royaux et ensuite le chargement s'embarque pour Bruges sous la protection royale. À Bruges, je vais vendre ma laine aux négociants qui fabriqueront du drap. Parce que le fameux drap flamand est fabriqué avec nos laines anglaises. Les sorties de laine vers la Flandre l'année passée étaient de 8300 tonnes. Oh, depuis quelques années, nos campagnes ont bien changé. Les terres labourées sont devenues des pâturages et puis tout le monde veut faire du mouton. Ah, les tenancières, avant que de te transformer en bergère, Pardine, verse-nous encore un peu de bonne bière. Les peu chers sans parcimonie. Financière, apportez de la soupe à ces pauvres enfants et à cet homme. J'ai rencontré toute cette petite compagnie perdue dans la forêt. Bien sûr. Installez-vous. Merci. Poussez-vous. Pourriez-vous, madame, s'il vous plaît, nous préparer un peu d'huile dans un flacon? Bien sûr, tout de suite. Oh, l'Angleterre est toujours aussi brumeuse. Oui, nous sommes venus dans ce pays pour prendre quelques renseignements et avoir des précisions sur les relations que je sais difficiles entre l'Angleterre et la France. Peut-être que vous pourriez nous renseigner, monsieur. Oui, je suis le chevalier Harold de Kendall. Enchanté. Lorsque je vous ai rencontré, je me dirigeais vers Londres pour siéger au Parlement de notre roi Édouard III. Le Parlement, mais qu'est-ce, au juste un tribunal ou une assemblée? Non, le Parlement en Angleterre, c'est la cour du roi. Le roi a formé 2 chambres. La chambre des lords, où siègent les hauts barons et les prélats, et la chambre des communes, où siègent les chevaliers et les bourgeois. Et ces 2 chambres ont-elles les mêmes droits? Exactement les mêmes, sauf que les lords sont nommés par le roi et leurs charges sont héréditaires. Pour la chambre des communes, où je siège également, c'est différent. Ce sont des membres élus par les nobles et par les villes. On élit 2 chevaliers par comté et 2 bourgeois par ville. Mais le système de gouvernement anglais me semble différent du système français, non? Ah, très différent. De plus, le roi d'Angleterre a créé 3 ministères. La chancellerie, instrument de la volonté du roi, l'échiquier pour les finances, et le ministère de la justice suprême. Et l'Angleterre est-elle puissante? Ouais, vous savez, par rapport à la France, on parle de la maigre Angleterre face à la France bien grasse. Pourquoi cela? Parce que l'Angleterre est un pays rural, il y a très peu de villes. Londres est la plus importante avec 40 000 habitants. 40 000 habitants. Paris en compte 100 000. Nous sommes exact. une population de 3,5 millions d'habitants. En France, vous comptez 15 millions. 15 millions. Ouais. Nous n'avons plus que la partie méridionale du continent. Le pays de Galles est autonome depuis 1300. L'Irlande est indépendante. Et l'Écosse s'est révoltée en 1306. Et de plus, notre agriculture est très pauvre. Notre seule ressource est le commerce de la laine que le roi entretient avec les Flandres. Mais les Flandres, précisément, ne sont-elles pas l'un des objets du conflit entre le roi d'Angleterre et le roi de France? Pardine, c'est exact. Le roi d'Angleterre possède la riche Aquitaine que désire le roi de France. Et le roi de France possède les Flandres, base du commerce anglais. Et de plus, le roi d'Angleterre devrait rendre hommage au roi de France, ce qui est dommage pour un roi. Oui, ce conflit ressemble plutôt à une querelle de famille, hein. Mais oui, mais ce sont 2 rois qui se ressemblent énormément, le même esprit chevaleresque, aimant les tournois et les guerres. Mais l'armée anglaise doit quand même être moins nombreuse que l'armée française. Et l'armée anglaise est moins nombreuse, mais plus moderne. Ah Les bon? Français méprisent la piétaille, c'est-à-dire les fantassins. Oui, ils sont un peu snobs. L'armée anglaise a des canons et fait appel à des mercenaires venant des Pays-Bas pour grossir ses troupes, aguerries et efficaces. Mais ce conflit, comment a-t-il commencé exactement? C'est en 1341 qu'il y eut la bataille de l'Écluse. Les navires français étaient si proches les uns des autres que leurs mâts formaient une véritable forêt. Édouard III conduisait sa flotte d'un vaisseau
dont le mât était orné d'une grande couronne d'argent qui resplendissait comme un soleil. Le combat dura toute une journée. À peine 30 navires français réussirent à s'échapper. Il paraît que 35 000 hommes périrent, préférant se noyer plutôt que de rester exposés aux coups des archers anglais. La flotte française fut anéantie, et on prétend que personne n'osa annoncer cette nouvelle au roi de France. Ce fut son roi qui se chargea de lui apprendre. On l'appela le roi d'Angleterre, le roi de la mer. Et dites-moi, pour l'instant, l'Angleterre est victorieuse. Vous, comment envisagez-vous la suite de ce conflit? On dit que cette guerre commence dans l'odeur du sang et des roses en un temps où s'opposent deux peuples dissemblables, conduits par deux rois de même nature et d'ambition. Bah écoutez, j'espère que ce conflit ne va pas durer trop longtemps. Madame, peut-être que vous avez pu me préparer un peu d'huile. Bien sûr, tenez. Ah, merci. Merci, bah écoutez. Merci. Monsieur le voyageur. Bah écoutez, je suis ravi que cette huile anglaise rende service à des Français, certes de 1981, mais c'est très aimable à vous, je vous remercie. Les enfants. Ne vous inquiétez pas, que tout le monde boive et mange avec santé. Un capodio. Merci, Allez, monsieur venez les Vacher. enfants. Faut que nous repartions. Au revoir les enfants. Au revoir. Et bon voyage. Merci. Au revoir. Heureusement qu'on a pris de la soupe chaude, hein, c'était bien. Bah écoutez les enfants, remontez, remontez. Vous pouvez dire au revoir à ce noble seigneur. Bon voyage. Merci beaucoup. Monseigneur, merci beaucoup. Et à une prochaine fois peut-être. Bonne route. Merci. Il fait déjà un petit peu plus chaud ici. Hein. Bien, vous allez me remettre vos micros, maintenant nous n'en avons plus besoin. Ben écoutez, on a découvert des choses fort intéressantes. Je trouvez pas, c'était sympathique, cette dame a été gentille de nous remettre de l'huile comme ça. Ouais, Bon. c'est gentil. Ben écoutez, allô centre d'exploration du temps, Oui, vous me recevez? 5 sur 5. Parfait. Dites-moi, j'ai récupéré de l'huile, où dois-je la mettre maintenant dans l'istronef? Dans le flacon gauche, marqué XZX20. Ah d'accord. Ah là-bas, je le vois. Bon. Bien. Ben écoutez, nous allons reprendre nos écouteurs. Oui. Parfait. Et donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, la guerre de 100 ans a commencé, la guerre a commencé. Alors, la suite des événements, ça va quand même être très difficile, très très dur. Pour faire cette guerre, les deux monarques lèvent dans leurs pays respectifs des impôts très très lourds. Ça ne change pas, c'est toujours la même solution qui est adoptée pour faire la guerre, il faut de l'argent. Et Édouard III, de son côté, multiplie les impôts en argent, emprunte aux banquiers italiens. En 1346, il débarque, Édouard III débarque en France et conduit une armée du Cotentin en Picardie. Voilà. En août 1346, l'armée d'Édouard II, marchant sur la Flandre, est poursuivie par l'armée française, qui, elle, redoutant le combat avec cette énorme armée de chevaliers français, on dit que c'est l'une des plus puissantes d'Europe et de tout le Moyen-Âge, Édouard III retranche ses troupes sur une colline qui se trouve près de Crécy. Et il brise la charge de la chevalerie française sous une pluie de flèches. L'armée française, qui est indisciplinée, je ne sais pas si ça a changé depuis, plus lourdement équipée donc, est vaincue à Crécy par ces archers gallois qu'on appelle la piétaille. L'armée française est donc vaincue à Crécy et ça se passe le 26 août 1346. L'armée anglaise pourtant a des effectifs moins nombreux, mais ils sont disposés avec beaucoup plus de stratégie, ils sont donc beaucoup plus subtils et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Philippe VI réussit à s'échapper pendant qu'Édouard III reprend sa marche vers le nord de la France. Et Édouard III a en tête une idée, il a envie d'une ville, il veut la posséder parce que cette ville est très, très riche, c'est un port très célèbre, et ce port c'est celui de Calais. Et le 29 août 1346, le roi Édouard III d'Angleterre organise le siège de Calais.
Et ce siège va durer très 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 longtemps. Il va faire un blocus. Cela va durer plus de 10 mois. Et c'est l'un des plus riches bourgeois de la ville de Calais, un monsieur qui s'appelle, et retenez bien son nom, Eustache de Saint-Pierre, qui apporte un message au roi pour lui demander secours. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous transporter à Sangatte en 1347, de façon à voir quel est le contenu de ce message. Vous êtes prêts? Oui, ça Bon. va. 1347, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, départ. Sire, sachez qu'il nous reste encore beaucoup de gens sains et saufs, mais que Calais est dans le plus grand défaut de blé, vin et viande. Sachez qu'il n'y a rien ici qui ne soit tout mangé, chiens, chats et chevaux. Autrefois, je vous avais promis de tenir la ville tant qu'il y resterait de quoi subsister. Or, cela maintenant ne se peut plus. Si à bref délai, nous ne recevons votre secours, nous devrons sortir de la ville pour combattre sans espoir et mourir. Car nous aimons mieux périr honorablement sur le champ de bataille que nous manger les uns les autres. Votre très confiant et très respectueux serviteur, Jean de Vienne. C'est vraiment à ce point? C'est encore plus grave, sire. Jean de Vienne ne vous parle, si j'ose dire, que de la misère des ventres. Il y a aussi celle des esprits. La misère des esprits? Calais s'est donné sincèrement à vous, sire. Comme une épouse à son mari, pour le meilleur et pour le pire. Mais comme bien souvent dans ces sortes d'abandons, le pire venu, et s'en estimant seule chargée, elle s'interroge sur le meilleur, et se demande si elle n'a pas fait un marché de dupes. Bon, on se plaindrait de moi, à Calais? Ce n'est pas exactement cela, sire. Mais si Jean de Vienne doit se faire inutilement tuer avec ses soldats, Calais abandonné pourrait très bien se découvrir une vocation anglaise. Comme Jean Théboula. Si Édouard s'empare de Calais, Dieu nous en garde, il se passera tout simplement qu'il aura en main, très provisoirement d'ailleurs, une ville française. Sauf si elle a le sentiment d'avoir été privée de votre affection, sire. Je ne la lui montre pas, mon affection. Enfin, depuis plus de 2 mois, je campe ici, à Sangatte, dans des conditions de confort particulièrement douteuses. J'entretiens, et avec quel acharnement, une armée, n'est-ce pas, monsieur le chancelier? Une armée qui me coûte horriblement cher. Enfin, depuis plus de 2 mois, j'attends avec une furieuse impatience l'occasion d'en découdre avec Édouard. Calais attend depuis si longtemps qu'il lui sera difficile d'admettre que l'on en soit encore à attendre une occasion. C'est cela. À vous écouter, je devrais attaquer Édouard, les yeux fermés, et sans même peser mes chances. Et si j'étais battu, monsieur? Vous me faites faire des suppositions stupides. C'est vous qui les faites, sire, pas moi. Moi, j'ai grande confiance que vous ne serez pas battu. Supposons-le, cependant. Je voudrais bien savoir ce que Calais y gagne. C'est vous qui y gagnez, sire. Vous y gagnez la fidélité de Calais. Alors, hanté par la défaite de Crécy, il s'est fait battre vraiment lamentablement à Crécy, Philippe VI de Valois a peur et il décide, et ça, je crois qu'on pourrait le lui reprocher un peu, de faire retraite. Alors à Calais, quand les gens de Calais apprennent que Philippe VI de Valois ne viendra pas les défendre, l'espoir s'effondre complètement. Oui. Et c'est là que va intervenir un épisode très célèbre dans l'histoire de notre pays. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode? Est-ce que vous savez comment on l'a appelé, Nicole? Non, je sais pas. Eh bien, c'est l'histoire des bourgeois de Calais. Alors, quelle est cette histoire? Le roi Édouard III exige que 6 notables de la ville, choisis parmi les plus puissants, 6 bourgeois, lui soient livrés. Alors il réunit tous les Calaisiens dans les halles de la ville. Plus exactement, c'est le peuple qui se réunit dans les halles pour décider de ce qu'il doit faire. Eustache de Saint-Pierre, ce monsieur que nous avons vu tout à l'heure auprès du roi, propose, lui, de se livrer à Édouard III et de mourir pour tous les autres. 5 autres bourgeois vont également suivre Eustache de Saint-Pierre et décider de se livrer à Édouard III d'Angleterre. Et les voici en chemise, pieds nus,
qui arrivent devant Édouard III et qui lui disent « Sire, nous sommes à vos pieds et nous vous donnons notre vie pour que la vie de tous les autres Calaisiens soit sauvée. » Et pendant cette entrevue, la femme du roi Édouard III est là à ses côtés. Et elle est absolument émue aux larmes par le courage de ces 6 hommes et elle demande à son mari de leur faire grâce. Alors est-ce que vous savez ce qu'Édouard III a fait, ce qu'Édouard III va faire? Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode, de la fin de cet épisode? Non? Eh bien finalement, Édouard III, qui est assez clément, va leur laisser la vie sauve. Mais Calais est quand même perdu pour le roi de France et Édouard III n'a plus qu'à entrer dans la ville et s'y installer. Il a définitivement conquis Calais. Donc c'est un nouvel épisode de la guerre de 100 ans qui s'achève avec cette prise de Calais. Comment est-ce que les Français vont réagir face à l'occupant anglais qui occupe de plus en plus de terrain sur notre territoire? Eh bien, nous allons faire une autre expédition la semaine prochaine pour essayer de voir comment cette guerre s'engage et comment tout va se passer. Voilà, au centre d'exploration du temps, vous me recevez? 5 sur 5. Vous pouvez nous acheminer à nouveau vers 1981 sans problème? Nous affichons 1981. Parfait, ben nous regagnons notre base de lancement. À tout à l'heure.